À l'époque, il y avait toutes les grandes institutions qui faisaient des projets NFT. J'avais fondé ma boîte 2 mois avant et là, t'as Squeezie qui parle de notre serveur en live devant 200 000 personnes. T'as un serveur qui monte à plus 100 000 personnes en moins d'une heure. Quand on les a signés, on devait être à 3-4K de MRR. On est monté en 2-3 mois après, on était à 30. Discord, c'est aujourd'hui la plateforme social media qui ressemble plus à ce que sont à la base les réseaux sociaux. Tu peux faire du many-to-many sur WhatsApp, pareil sur Telegram. Je t'invite à faire un groupe WhatsApp avec 1000 personnes qui parlent en même temps. C'est un calvaire, en fait, tu peux pas. J'appuie 2 fois sur le bouton latéral, tu vois. Je monte ma tête à mon téléphone et c'est bon, j'ai acheté. Peu importe le prix. Les jeunes, ils ont besoin du moins de friction possible pour un achat, tu vois. Alors bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Jules Palatin qui pour moi est l'un des architectes de communauté les plus en vue de l'écosystème entrepreneurial français. Jules, il vient d'avoir 22 ans, j'ai eu la confirmation avant l'interview. C'est le fondateur de Netcord, qui est une agence spécialisée dans la création et la gestion de communautés sur Discord. Et Jules, à travers son agence, a pu accompagner plus de 130 marques et créateurs. Je vais vous balancer des noms: Louis Vuitton, le PSG, on ira voir aussi le GP Explorer de Squeezie et avec son agence, il a aussi travaillé avec de nombreux infopreneurs. Alors il va nous parler de ça, il va aussi nous parler de comment il a fait ses armes à travers cette époque du Web3 et des NFT, un univers qui finalement a compris très tôt la puissance des communautés et des mécanismes d'engagement bien avant les marques traditionnelles. Donc voilà, aujourd'hui, Jules, il travaille aussi bien avec des grandes institutions qu'avec des créateurs de contenu indépendants, notamment sur 2 sujets clés: connecter les marques aux jeunes générations, on va en parler, et aussi transformer des communautés en véritable levier de croissance et de conversion. On fait aussi cette interview parce que dans quelques semaines, Jules, et on est très content de ça, interviendra lors de notre prochaine rencontre Mastermind Squared, où il va nous partager aussi sa vision sur l'avenir des communautés. Voilà. Jules, j'espère que cette intro te va. C'est parfait. Franchement, je n'aurais pas su mieux me présenter aussi bien. En tout cas, je suis très flatté. Et tu vois, moi, j'aime bien me poser en interview une première question sur le parcours. Tu as 22 ans, tu diriges une agence qui travaille ou qui a travaillé avec j'ai balancé des noms: le PSG, Louis Vuitton, le GP Explorer de Squeezie. À quel moment tu t'es dit OK, je tiens un truc avec ces communautés? Ouais, pas tout de suite. Enfin, en fait, si, rapidement, et puis ça s'est effacé. Enfin, j'ai un parcours un petit peu tu vois, qui est sinusoïdal, hein, c'était pas linéaire. Pour la petite histoire, moi, en fait, j'ai commencé des études de droit à 17-18 ans, et que j'ai arrêté, en fait, au bout d'un mois. Je suis arrivé en droit parce que j'avais pas d'autre choix. J'avais aucun Parcoursup. Vraiment, ma liste était vide, quoi. Donc c'était soit ça, soit rien faire. Et au final, au bout d'un mois, j'ai arrêté et je m'étais lancé. C'était l'époque, effectivement, tu l'as rappelé au départ, c'était l'époque où le Web3 était en plein essor avec les NFT notamment. Et donc, je me suis lancé sur Discord assez naturellement après m'être fait scam dans un projet NFT. C'est en quelle année, c'est à peu près? Et donc, sur contextualise un petit peu. Fin 2021, début 2022, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc ouais, il y a 4 ans, ouais, 4 ans. On connaît tous, et ouais. T'es pas le seul à t'être fait scam avec les NFT, donc bon. Ouais, mais moi c'était vraiment d'une manière, enfin moi t'aurais pu le voir, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui tu me montres le truc, j'aurais su que les gars n'avaient pas. C'était assez, ça me paraît, avec le recul, ça me paraît assez évident que les mecs soient partis avec mon argent, tu vois. Mais bon, en tout cas ils l'ont fait. Et en fait je me suis posé la question, je me suis dit putain, mais qu'est-ce qui a fait que je me suis fait scam comme ça? Et je me suis rendu compte que j'ai été bien alpagué via un groupe Discord. Et je trouvais l'outil marketing en fait super puissant. Et je me suis dit ok, bon bah je me suis fait scam, j'avais plus d'argent, bon, j'étais très jeune. Comment je fais pour qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? J'ai plus d'études, j'ai plus d'argent. Et ben lançons-nous sur cet outil marketing. Et en fait ça, j'ai eu de la chance entre guillemets parce que du coup bah c'était là vraiment le début de vraiment tout début de la trend où les NFT sont devenus très grand public et où c'était très à la mode chez les entrepreneurs un peu opportunistes de lancer des projets NFT. Et donc en fait, je me suis inscrit sur Malte en mettant Discord marketing ou Discord expert ou quoi, alors que je savais pas créer un serveur. Et le premier jour, j'ai eu 2 clients, quoi. J'avais déjà le premier jour, j'avais 1000 ou 1500 euros d'MRR. Une semaine après, je devais être à 4-5 000. Et donc j'ai commencé freelance comme ça. Et donc là, ça a très bien marché avant que les NFT ne chutent et que du coup ma petite carrière de freelance chute en même temps et que je décide de faire Netcord qui est en fait la version plus ambitieuse de ce que je faisais en tant que freelance et surtout plus uniquement sur le Web3 mais plutôt pour
J'ai toujours pensé plutôt pour des institutions, des marques, des créateurs de contenu plus classiques, quoi. Ok. Si je retrace, quand tu t'es inscrit sur Malte et que tu as eu ces 2 premiers clients, c'était pour gérer des communautés Discord. Tu t'es positionné là-dessus. Ouais, Dans des projets NFT exact. ou pas forcément, c'était déjà... J'ai fait que des projets NFT pendant les 6-7 premiers mois, ouais. D'accord. Exactement, c'était que ça c'est les seuls gens qui m'appelaient en réalité. Ouais. Et c'est intéressant parce que après peut-être qu'on va parler un petit peu de ton appétence entrepreneuriale, mais tu montes Discord finalement assez vite derrière cette agence. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si ton pool de clients NFT il est grand, mais j'ai le sentiment qu'en fait tu étais passé à une autre catégorie de clients. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce switch? Ouais, c'est très juste. En fait, vraiment, ce qui s'est passé, c'est vraiment malgré moi. Alors, moi, j'ai jamais vraiment été attaché au monde des NFT en tant que tel, quoi. Je trouvais ça super intéressant. Surtout, pour être 100% honnête, c'est ce qui me rapportait de l'argent et c'était ma première aventure entrepreneuriale, le freelancing. Et en fait, les projets NFT, ça peut paraître un peu occulte et tout, mais à l'époque, il y avait toutes les grandes institutions qui faisaient des projets NFT. Donc, moi, en fait, à l'époque, j'ai bossé avec le Festival de Cannes. J'ai été invité là-bas et tout. Enfin, c'était fou. Ils faisaient des NFT, ouais. Enfin, c'était le photographe, c'était une collection en partenariat avec le festival. Et donc, du coup, j'étais là-bas. J'ai fait le festival de Cannes à 18 ans dans les grandes soirées, etc. de là-bas. Enfin, c'était un truc de dingue pour moi. Donc, ça m'a un peu changé ma vie, mais j'avais aucune attache émotionnelle au NFT. Et donc, en fait, quand ça s'est écroulé, tout simplement, je me suis dit, ok, avec les compétences que j'ai aujourd'hui, quelle est la meilleure opportunité que je peux aller saisir. Et je trouvais que Discord avait tellement été un outil marketing génial d'acquisition pour les projets NFT qu'il n'y avait aucune raison que ça ne soit pas pour du marketing plus traditionnel. Et qu'en plus, du coup, il y avait beaucoup de grandes marques et institutions qui avaient été sensibilisées au sujet Discord via les NFT, qui n'avaient pas vraiment de place. Il y avait quelques agences Discord, mais rien de très établi. Et donc, je me suis lancé sur ce positionnement-là. Ça n'a pas tout de suite bien marché. J'ai passé genre un mois et demi à prospecter. J'étais un peu une brute. Je m'enfermais et j'envoyais genre entre 100 et 200 messages LinkedIn. Je commentais les posts de tout le monde à l'époque. Et ça a commencé. J'ai eu un premier client, un deuxième client. Et le vrai changement, là où ça a vraiment pris, c'est quand on a commencé à bosser avec le GP Explorer de Squeezie. Que j'ai eu vraiment à force de prospection. Enfin, c'était un truc un peu Comment c'est fait délirant. ça? Parce que le GP, c'est quelque chose, quoi. Hein. C'est vraiment j'ai fait un peu la brute, entre guillemets. Mais c'est vraiment ça. Où, comme je disais à l'époque, j'avais déjà un ou deux clients, mais c'était vraiment le tout début. Et donc, vraiment, je passais mes journées à envoyer des messages. Et même carrément, quand les mecs, je pouvais pas, je pouvais pas arriver jusque dans leur messagerie LinkedIn parce que je les avais pas en relation. Je commentais leurs posts. J'étais un harceleur, quoi. Vraiment, c'était horrible. Et donc, à l'époque, Squeezie, il a lancé Gentlemates, qui est son équipe e-sport. Ouais. Et je me suis dit, ces gars-là, c'est sûr, ils vont faire un Discord et ce serait un tournant qu'on puisse avoir une référence comme ça. Et donc, j'ai envoyé des messages à tous les gens qui bossaient de près ou de loin avec Squeezie, à tous les sponsors. J'ai commenté tous les posts des sponsors, même d'alternants qui bossent dans les boîtes qui sponsorisaient Gentlemates. Et il se trouve que parmi les sponsors, il y avait des sponsors du GP Explorer 2 qui n'étaient pas encore annoncés. Et en fait, il y en a je me souviens de son nom, je suis désolé, mais j'ai su après en fait qu'elle avait vu mon commentaire où je disais il faudrait un serveur Discord et tout, qu'elle l'avait forward à un autre gars, qu'il avait forward à quelqu'un de chez Bum, qu'il avait forward à une autre personne, etc. Même c'est l'agence de Squeezie, c'est remonté jusqu'à Aurélien le Draoulec que je salue, qui lui aussi a un peu changé ma vie à ce moment-là, puisque du coup c'était l'une des personnes qui est derrière le GP Explorer et derrière Bump, l'agence de Squeezie. Et donc, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, écoute, je pense qu'on a des trucs à faire ensemble potentiellement sur le GP Explorer. Ils nous ont fait confiance. Et c'est ce qui est fou parce qu'on était en concurrence avec d'autres agences, dont une grosse agence de communication. Je l'ai su après. Et on a gagné le contrat sans se vendre trop bas d'ailleurs, juste parce qu'il y a eu un bon fit humain et je pense qu'on avait fait une offre honnête et que je m'étais bien donné, quoi. Ouais, écoute, moi, de ce que tu partages, déjà bravo pour la résilience et je trouve que dans le monde entrepreneurial, tu vois, d'y aller par tous les côtés, tu dis harceler, moi je trouve que c'est pas harceler, c'est genre juste, tu voulais le projet, tu t'as tout donné. Et derrière ça, j'imagine que ça a dû ouvrir des portes, quand même, d'avoir c'est pas une institution, mais ce client. Est-ce que derrière, ça s'est enchaîné assez vite? Ouais, complètement. Ça a tout changé en fait. Ça a tout changé parce que ça a tout changé déjà d'un point de vue marketing, c'est-à-dire que
Alors, bah encore une fois, si Aurélien écoute, je sais que il y a des moments j'ai un peu trop forcé sur le GP Explorer 2 dans notre communication pour Netcord, mais j'étais encore jeune et en vrai on en a eu besoin, donc je le regrette pas forcément. Mais ouais, je faisais des posts tous les jours sur le GP Explorer et sur ce qu'on faisait parce que enfin en fait j'avais fondé ma boîte 2 mois avant et là t'as Squeezie qui parle, t'as Squeezie qui parle de notre serveur en live devant 200 000 personnes. T'as un serveur qui monte à plus 100 000 personnes en moins d'une heure. Enfin, ça nous a permis de prendre la visibilité, enfin de cannibaliser un petit peu de visibilité du GP Explorer parce que t'as pas beaucoup de partenaires qui bossent avec le GP Explorer et nous on était l'un d'eux et on communiquait beaucoup dessus. Et ça a apporté aussi de la crédibilité, ce qui a aidé à la visibilité parce qu'en fait, quand tu vois un jeune de 19 ans à l'époque qui vient de monter sa boîte, qui dit qu'il bosse avec le GP Explorer, bah forcément j'avais des posts qui marchaient plutôt bien à l'époque là-dessus et donc ça nous a donné beaucoup de visibilité et de la crédibilité parce qu'en fait euh, nous notre taf, bah on fait du Discord, mais en fait plus globalement on est une agence de communication ou une agence de marketing et en fait toutes les personnes qui bossent dans le marketing ou dans la com ont les yeux pleins d'étoiles quand ils regardent la communication et le marketing du GP Explorer. C'est chaque année, tu vois, c'est genre l'événement qui buzz le plus sur les réseaux. Enfin, en tout cas pour chaque édition. Et donc, bah, forcément, enfin, voilà, je t'apprends rien, quand tu lis ton image d'une manière ou d'une autre à ce genre de projet, bah, tu gagnes un boost de crédibilité qui fait que derrière, et ben, en fait, je crois qu'à l'époque, on devait faire, quand on les a signés, on devait être à 3-4K de MRR. On est monté en 2-3 mois après, on était à 30 parce que j'avais tout de suite plus d'appels et c'était tout de suite aussi plus facile de vendre en appel parce que j'avais ce use case GP Explorer qui donnait beaucoup de crédibilité et ça nous a permis d'aller chercher même des gros noms assez rapidement. En fait, on allait chercher la SACEM, on allait chercher Universal, on allait chercher d'autres gros créateurs de contenu assez rapidement dans cette période-là. Ouais. Et regarde, quelques années après, on en reparle encore là en début de podcast. Ça va te suivre toute ta carrière, c'est obligé. Avec plaisir, c'est un très beau projet. Ouais. J'aimerais bien qu'on fasse un focus sur Discord. Tu vois, à titre perso, et je pense que Discord, bon, c'est une plateforme de communauté, c'est aussi une plateforme générationnelle. Peut-être première question que j'aimerais te poser sur ce sujet-là, pour explorer avec toi, vu que tu es quand même the experte. Pourquoi ça fonctionne aussi bien, alors je dirais chez les jeunes, mais peut-être sur des générations peut-être plus jeunes que la mienne, et pourquoi aussi, en fait, il y a de plus en plus de créateurs, d'entrepreneurs, et puis de grandes marques qui s'intéressent à cette plateforme? Ouais, bah écoute, c'est super intéressant. Effectivement, comme tu as dit, c'est le cœur de mon taf. Mais je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Discord, c'est aujourd'hui la plateforme social media qui ressemble le plus à ce que sont à la base les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, à la base, c'est des plateformes dont le but, c'est de faire en sorte que les gens interagissent entre eux, voilà, qui discutent. La réalité, c'est que c'est quelque chose, si tu regardes les plateformes algorithmiques les plus connues, bah, c'est quelque chose qu'on perd sur ces plateformes-là, tu vois. Aujourd'hui, tu es beaucoup sur du one-to-many, c'est-à-dire que on est vraiment sur du contenu descendant, des marques qui vont parler à leur audience au global, tu vois. Mais on a de moins en moins cette notion de many-to-many. En fait, les membres de l'audience échangent entre eux. C'est quelque chose qui se perd de plus en plus. En fait, on se rend compte même dans les statistiques que donne Instagram, Facebook, etc., que la plupart aujourd'hui des interactions many-to-many, donc en fait des discussions entre les gens, ne se passent plus dans les espaces publics sur les réseaux sociaux, mais se passent vraiment dans des cocons privés. Donc les cocons privés, c'est sur WhatsApp, c'est dans les discussions privées sur Snapchat ou sur Instagram, etc., mais de moins en moins dans l'espace public, digital en tout cas. Et en fait, Discord apprend un peu à contre-pied cette tendance-là et en fait se positionne comme la plateforme du many-to-many en fait, donc la plateforme des interactions sociales, tu vois, et notamment des interactions sociales autour de passions communes, tu vois, autour d'intérêts communs. Donc c'est pour ça que tu crées pas un serveur, il y a pas de serveur Discord global, tu vois, c'est que des serveurs Discord très silotés. Ouais. Tu parles du PSG, nous on gère le serveur du PSG, donc c'est les fans du PSG sur le serveur du PSG, c'est les fans de Squeezie sur le serveur de Squeezie, les fans du GP Explorer sur le serveur du GP Explorer. C'est très siloté, mais ça permet de recréer ces interactions sociales que tu peux constater dans la rue, dans un bar, dans un stade de foot, de manière physique, mais que tu constates aussi du coup sur Discord d'un point de vue digital. Et pourquoi les entrepreneurs et les marques s'y intéressent de plus en plus, et t'as pas d'ailleurs vu l'essor chez les infopreneurs, c'est parce que en fait cette interaction sociale autour d'une marque, c'est ce qui crée derrière une grande préférence de marque et un lien émotionnel derrière la marque. Ce qui crée en fait un lien émotionnel aussi fort derrière les clubs de foot, c'est pas c'est pas le logo, c'est pas l'écusson, etc. C'est l'appartenance commune, tu vois, et c'est ce lien communautaire
qui crée une grande attache émotionnelle, tu vois, des valeurs communes, des principes, des intérêts, etc. Et des références communes, tu vois. Ouais. Donc, juste pour être sûr de bien comprendre, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont vraiment du descendant one-to-many. Les conversations many-to-many, la plupart du temps, sont sur des outils privés. La conversation n'est pas publique et Discord prend le contre-pied pour rendre cette interaction many-to-many publique. C'est-à-dire que je peux entrer sur n'importe quel Discord en fonction de l'intérêt dans le... C'est ça. Ok. C'est ça, exactement. Exactement. Alors, tu peux pas rentrer tu pourras pas avoir accès à n'importe quel Discord. Tu as aussi des entrepreneurs qui le prennent. Je prends d'autres exemples. Nous, on bosse beaucoup avec des clubs d'investissement, tu vois. Dans le sens, nous, on bosse plus avec Blast en l'occurrence, mais avec, tu vois, le club d'Éric Larchevêque, le Kretz Club, de l'agence, le club important de Taylor Chiche, etc. C'est donc des communautés privées où tu as aussi ce besoin en fait de retrouver cette interaction communautaire digitale, et c'est pas des communautés ouvertes, mais tu as le même besoin. Ouais. Et qu'est-ce qui va faire que Discord tu vois, va se différencier d'un WhatsApp, t'en parlais, ou même d'un Telegram? Toi, qu'est-ce que Discord va permettre, ou c'est quoi les différences, les cas d'usage un peu différents? Je connais pas la plateforme, hein, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais. En fait, c'est très juste. C'est vrai que un groupe, on pourrait penser qu'un groupe WhatsApp, en quelque sorte, ça remplit la même fonction de many-to-many que Discord. Ce qui est vrai, ça c'est juste. Tu peux faire du many-to-many sur WhatsApp. Pareil sur Telegram. La grosse différence, en fait, c'est une question de fonctionnalité et une question de possibilité, tu vois. Et donc, en fait, si sur un groupe WhatsApp, tu peux faire du many-to-many, je t'invite à faire un groupe WhatsApp avec 1000 personnes qui parlent en même temps. C'est un calvaire, en fait. Tu peux pas. Tout le monde va partir, en fait. Parce que ça fait un brouhaha. C'est comme si je mets 1000 personnes dans nos petits bureaux là de 20, 30 mètres carrés. Je mets 1000 personnes dedans. Bon, non seulement on va pas tenir tout dedans, mais si tout le monde se met à parler, j'ai envie de me barrer, en fait. C'est horrible. Discord, en fait, avec certaines fonctionnalités, notamment la fonctionnalité phare de Discord qui sont les canaux, en fait, le fait de segmenter les discussions en différents canaux te permet en fait de gérer des plus gros flux. Tu as des serveurs qui font des millions de membres qui discutent, notamment dans le jeu vidéo, et même, tu vois, nous on bosse effectivement avec beaucoup d'infopreneurs quand on fait des événements qui s'appellent les challenges, qui sont condensés sur quelques jours. Tu as des dizaines de milliers de personnes de temps à autre sur certains des gros infopreneurs. Et si t'as tout le monde dans un même canal, c'est impossible. Donc, ils pourraient pas faire ça sur WhatsApp. Et puis après, à mon sens, le gros point différenciant de Discord, c'est les possibilités techniques. C'est-à-dire qu'en fait, WhatsApp, Telegram, t'as des possibilités techniques qui sont quand même assez restreintes. Tu vas pas pouvoir faire autant de liens, notamment avec des bases de données externes, que ce que tu vas pouvoir faire avec Discord. Ça, c'est très important parce que, typiquement, par exemple, tu peux pas, typiquement, en fait, sur Discord, tu peux venir récupérer, c'est un truc qu'on fait beaucoup avec les infopreneurs, tu peux venir récupérer un mail, tu vois. Tu peux créer une modale de toute pièce, vraiment développer une modale sur Discord. C'est quoi une modale? Les membres appuient sur un bouton. Une modale, c'est si tu veux un pop-up dans ton app. C'est-à-dire que j'appuie sur un bouton et ça va mettre un champ en disant renseigne ton email, par exemple, tu vois. Ça, c'est un truc super important pour les infopreneurs qui permet de récupérer les mails automatiquement. On n'a pas besoin de, tu vois, sur WhatsApp, faudrait que je t'envoie, tu copies-colles dans la base de données, machin. Là, on fait des liens. Exactement. Et là, ça peut être bidirectionnel. C'est-à-dire qu'autant on peut venir récupérer un mail et autant on peut donner l'accès à un serveur Discord uniquement si le mail se trouve dans une certaine base de données, parce qu'on peut faire des liens API entre les deux. C'est un exemple. Après, t'as sur d'autres types de communautés, typiquement les PSG, où le but, c'est juste de bien animer la communauté. Ce qui va être important, c'est de pouvoir développer des intégrations qui vont te permettre de mieux animer la communauté. Donc, de pouvoir organiser des quiz de rapidité, des tier lists, etc. Et donc, pour ça, tu as besoin d'une stack technique ou un truc. Enfin, nous, la stack technique qu'on utilise le plus aujourd'hui, c'est la stack technique de gamification, où tu vas pouvoir incentiver les membres et récompenser les membres en fonction d'actions qu'ils font sur la plateforme ou en dehors. Donc, typiquement, quelqu'un qui like un post sur Instagram, quelqu'un qui poste un message sur Discord, qui participe à un live, etc. Tu vas pouvoir le récompenser sur la plateforme. Et ça, c'est quelque chose que tu pourras jamais développer sur un WhatsApp ou sur un Telegram, parce que c'est des complications techniques que tu peux pas résoudre sur ces réseaux-là, quoi. C'est hyper intéressant. Et par exemple, si on comparait ça à un School ou un Circle, est-ce que, toi, là, on parlait de fonctionnalités de gamification, ce genre de choses, t'arriverais un petit peu à différencier ça avec Discord? Ouais, en fait, c'est la même raison pour laquelle
Discord est meilleur. T'as des meilleurs résultats sur Discord si jamais tu mets des moyens. Dans le sens où, bah, tu vois, School ou Circle, il me semble que t'as quand même des logiques de gamification qui sont possibles, où tu peux hoster des vidéos, etc. Enfin, tu peux faire des liens avec des bases de données. Mais en fait, ça reste dans le cadre que te donne la plateforme. C'est juste que le cadre que te donne Discord est bien plus large que le cadre que te donne School ou Circle, tu vois. Et donc, en fait, l'avantage, c'est que tu peux développer tout ce que tu veux sur Discord. Hein, donc, en fait, vraiment, il n'y a pas de limite. Hein, tu peux tout développer, ce qui fait que si tu t'y mets les moyens, si tu as des devs, etc., si tu payes une agence, bah en fait, tu vas pouvoir créer une expérience que tu pourras jamais recréer sur un School ou sur un Circle. L'inconvénient, c'est que si tu es tout seul, si tu es un solopreneur, si tu n'as pas beaucoup de budget, etc., et ben tu pourras pas le faire. À part si tu es très bon en dev, tu pourras pas le faire. Donc, il va falloir que tu te payes une agence ou un freelance. Et donc, ça va te coûter cher. Et donc, en fait, si tu as envie de faire un truc tout seul ou plus simple. Vaut mieux aller sur ces plateformes-là. Tu vois, moi, c'est Marocco. Tu vas sur Circle, sur School, ce sera très bien. Par contre, si tu as les moyens ou si c'est un enjeu assez important pour toi pour que tu investisses dans cette stratégie pour avoir le meilleur outil possible et la meilleure expérience possible pour tes membres, bah là, il vaut mieux aller sur Discord et prendre un prestat externe ou alors te former, tu vois, pour apprendre à dev dessus. Et après, je dirais aussi que tu as un sujet pour les grandes marques, par exemple, pourquoi elles vont pas sur School, pourquoi elles vont pas sur Circle. Tu as juste une question de pénétration de marché. Aujourd'hui, School et Circle, en vrai, en France, personne les utilise à part les entrepreneurs, tu vois. Enfin, moi, mon petit frère, il sait pas ce que c'est. Enfin, mon petit frère, en l'occurrence, il aime bien entrepreneur, messieurs. Donc, c'est un mauvais exemple, mais je sais pas, ma petite cousine, tu vois, tu parles de School ou Circle, elle sait pas ce que c'est, tu vois. Oui, c'est quand même pour des initiés. Et c'est aussi très américain, donc forcément sur le marché français, c'est pas forcément connu. Tu as mentionné la pénétration de marché, et pour moi, tu vois, c'est pourtant Discord, j'en entends parler depuis longtemps. Je suis pas un utilisateur. Alors, tu vois, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a deux questions que j'ai envie de te poser. Est-ce qu'il n'y a pas un truc générationnel aussi? Et en fait, je pense que je fais cette interview aussi pour me dire, Romain, va faire le tour. C'est aussi pour ça que, tu vois, je souhaite absolument que tu interviennes au Mastermind au mois d'avril. Et puis derrière, c'est, est-ce que c'est pas un frein Discord, juste pour adresser des typologies, tu vois, de gens qui sont plus peut-être âgés? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? C'est super intéressant et effectivement, nous, c'est un sujet super important pour nous. Effectivement, tu vas pas sur Discord. Moi, à la base, je vais pas sur Discord. Okay. C'est pas une plateforme sur laquelle tu vas aller naturellement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'algorithme. Et donc, en fait, il y a pas ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une base de contenu libre où tu te connectes sur la plateforme et l'algorithme va décider ce qu'il va te montrer. Et il va décider, en général, ils sont faits pour ça, les algorithmes. S'il est plutôt bon, comme ceux de Instagram, de TikTok, etc., il va te montrer des choses que tu as envie de voir. Du contenu court, etc., un peu addictif, etc. Ce qui fait que tu vas y revenir et tu sais qu'à chaque fois que tu vas l'ouvrir, tu vas tomber sur du contenu qui va t'intéresser. La réalité, c'est que Discord, c'est un peu plus, ça demande un peu plus d'effort que ça, tu vois. Il faut d'abord trouver une communauté qui t'intéresse avant de trouver une raison de revenir sur Discord, tu vois. Donc, si t'es fan du PSG, tu trouves assez facilement le serveur du PSG. Une fois que tu y es, tu vois, nous, les membres, on a plein de membres qui n'utilisaient pas Discord avant. Même la majorité, parce que c'est du sport, tu vois, c'est pas du gaming. En fait, ils reviennent sur le serveur à chaque match et ils viennent vivre le match avec la communauté, faire les avant-matchs, les après-matchs en live, etc. avec nous. Et ils sont super contents, mais c'est pas des utilisateurs de Discord à la base. Tu vois, c'est une logique un peu différente où c'est pas la plateforme au global qui est ta raison de revenir, c'est ce que tu trouves à l'intérieur. Dans le sens, c'est les serveurs que tu trouves. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai toujours été persuadé qu'il y avait une barrière générationnelle trop forte pour les personnes qui ont plus de 30 ans globalement ou 35 ans sur Discord et en fait il s'est avéré que c'était pas vraiment vrai parce que j'ai plein de contre-exemples. Je vais prendre un exemple au hasard, tu vois, les communautés de formateurs, tu vois, mais des communautés dans le sens, alors ça peut être les change, mais c'est moi le meilleur exemple pour moi, c'est les communautés de personnes qui achètent des formations, tu vois. Et donc nous on accompagne des formateurs qui du coup ont un serveur Discord privé uniquement là qui est uniquement disponible pour leurs apprenants. Et exactement. Et donc tu te rends compte que ces clients-là, ça dépend des infopreneurs, mais nous on a des formateurs, tu vois, dont la cible c'est plutôt du 35-55, tu vois. J'en ai une en tête avec qui on a bossé longtemps, Margot Cunego, où c'est vraiment une grosse partie de ses clientes, c'est du 35-55. J'aurais dit plus jeune, toi, Margot. Vraiment... Ok. Ouais, elle a des plus jeunes, mais elle a une bonne partie où c'est du 35-55, tu vois. Des personnes en reconversion, etc. Et surtout des femmes. Si tu regardes les stats de Discord, la majorité des utilisateurs, c'est des hommes qui ont entre 15 et 25 ans, tu vois. Donc là, c'est aux antipodes de la cible de base de Discord. Parce qu'à la base, ça vient du gaming, Discord.
non? Ouais, c'est ça, exactement. Ça vient du gaming, exactement. C'est très juste. C'est la plateforme des gamers et ça l'est toujours en majorité, tu vois. Mais pourquoi? Parce que la majorité des serveurs sont liés au gaming. Donc il y a si tu veux, l'offre est adaptée plus aux gamers. Donc les gamers viennent plus sur Discord. Mais en fait, tu te rends compte que quand l'offre est adaptée à des femmes entre 35 et 55 ans en reconversion, comme Margot avec sa formation, et ben en fait, nous on se rend compte qu'on a des meilleurs taux d'engagement sur ce type de serveur-là que sur le serveur de Squeezie, par exemple, qui lui, pour le coup, sa cible, c'est pile Discord. Et donc, en fait, du serveur du GP Explorer, si tu veux, qui ont des très bons taux, des excellents taux d'engagement, mais je me rends compte qu'en fait, sur des serveurs où on a des moyennes d'âge bien plus hautes, et pas du tout dans la cible de Discord à la base, on a des niveaux d'engagement qui sont bien plus élevés. Donc, en fait, je dirais que tu as évidemment une barrière générationnelle qui est que les plus vieux ne connaissent pas Discord parce qu'ils en ont jamais eu l'usage. Mais quand ils y trouvent l'usage, en fait, ils s'en foutent de la plateforme, tu vois. Eux, tout ce qu'ils regardent, c'est la valeur que ça leur apporte. Et en fait, quand tu fais bien, enfin, nous on essaie de bien faire notre travail. Et si on fait bien notre travail, on arrive à mettre en place une échelle de valeur, une animation, créer un espace qui leur apporte assez de valeur pour qu'il y ait une grande récurrence, même sur des audiences qui ne sont pas du tout des audiences jeunes. Ok. Génial. Bon, moi, ce que je retiens, c'est l'usage qui va faire que les gens vont choisir Discord. Enfin, c'est le thème, c'est l'exemple du PSG. Je pense que t'as toutes les catégories d'âge dans ce Discord. Exactement. Et donc, c'est cool parce que c'est aussi une ouverture sur le sujet. Parce que j'ai déjà eu ces discussions à de multiples reprises avec des entrepreneurs et notamment, tu vois, femmes, en se disant, mais jamais mes clientes vont aller sur un Discord. Mais en vrai, si l'usage, il est là, ce que j'entends, c'est que les gens vont se mettre à cette plateforme. Ouais, et même, tu vois, j'ajouterais qu'il y a en fait, effectivement, on peut être un peu ralenti et on peut avoir un mauvais a priori sur Discord parce que, en général, les Discord que tu as rejoint, tu vois, quand t'es pas vraiment dans la cible de Discord, ça va être des Discord soit de gamers, soit des Discord un peu IA ou des Discord classiques, tu vois, qui sont mal paramétrés en fait. Et en fait, je te disais en intro que Discord, tu peux faire tout ce que tu veux dessus et tu peux développer tout ce que tu veux. Tu as une possibilité technique qui est infinie. Bah nous, notre taf aussi avec nos clients qui ont des communautés qui sont plus âgées et qui utilisent pas Discord à la base, qui viennent pas du gaming, bah c'est d'adapter l'expérience sur Discord à leurs usages pour qu'ils se sentent pas perdus, pour qu'ils se sentent bien, etc. Que ce soit plus accompagné que quand tu vas lancer la communauté du GP Explorer, ça va pas du tout ressembler à la même chose en réalité. Ok, très clair. Tu parles de paramétrage et de façon d'animer la communauté. Tu vois, le many to many, oui, c'est comme ça que tu l'avais dit, ouais. Concrètement, genre, je sais pas, tu prends l'exemple du PSG ou peut-être d'une autre communauté, qu'est-ce que vous mettez en place pour que les gens soient engagés, pour que les gens reviennent, pour que les gens en parlent à leurs potes, pour faire grossir le Discord? C'est quoi un peu les sauces, la sauce ou les sauces secrètes pour ça? Ouais, et bah écoute, c'est assez simple en réalité, parce que c'est le communautaire en digital, ça marche comme le communautaire dans la vraie vie. Okay. Bon, typiquement, moi, j'ai forcément un petit peu regardé ce qui se passait dans les sectes ou dans les religions, etc. Bah non, mais tu vois, c'est les endroits les plus communautaires du monde, tu vois. Les sectes, les religions, tout ce qui est un peu entre guillemets semi-fermé, tu vois. Et qui a un gros sentiment d'appartenance, ou les clubs de foot, etc. Attends, tu viens de dire que les clubs de foot, c'est une secte ou une religion, c'est ça? Bah d'une certaine manière, ouais, tu peux recouper sur pas mal de choses. Ils ont tous des rituels, des rituels communs. Ouais. T'as l'avant-match, t'as l'après-match, etc. Dans les sectes, bon, sur les sectes, ils ont des rituels communs, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça se recoupe, tu vois. Ce que tu peux observer dans des communautés dans physique qui existent depuis des centaines, voire milliers d'années, voire la création de l'homme, et ce que tu vas voir dans des communautés digitales, bah, en fait, c'est les mêmes leviers qui sont importants. C'est les rituels que tu vas mettre en place. Donc, c'est important que les événements ou les animations qu'on va mettre en place, typiquement, je parlais de quiz, je parlais de live, etc. Bah, en fait, ça suive un certain rythme, une certaine fréquence déterminée pour que ça crée un rendez-vous et que ça crée un rituel. Ça, c'est un truc super important. Donc, typiquement, sur le PSG, tu vois, pour reprendre l'exemple que tu citais, et bah, tu sais qu'avant chaque match à 18h, chaque jour de match à 18h, il y a un avant-match sur le serveur. Chaque avant-match, il y a un par exemple, il y a quoi à l'avant-match? Ouais. Bah, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est, il faut, pour les faire venir, il faut qu'il y ait une valeur qui trouve sur Discord qui soit un peu différente de ce qu'ils peuvent trouver sur Instagram, etc. Sur Twitch, il y a aussi des avant-matchs sur le PSG. Pas aux mêmes horaires pour pas qu'on cannibalise, mais voilà. Mais le truc, c'est que sur Twitch, bah, ça va être descendant. C'est-à-dire que, bah, tu vas avoir les présentateurs, il va y avoir des images cool, etc. Et ça va être très descendant. Nous, ce qu'on essaye de faire sur Discord et ce qu'on fait, c'est un format un peu plus after foot, tu vois. Si tu connais un petit peu, c'est le format radio libre où en fait tu fais monter
les membres de la communauté pour que tu débattes avec eux du match, et donc ils peuvent donner leur avis. Et donc c'est trop cool parce que ça se passe sur le serveur officiel, sur un espace officiel du club, et en même temps ça te permet de donner une importance à la voix de jeunes ou moins jeunes, tu vois, supporters qui viennent débattre avec la communauté, tu vois. Et les micros ça, sont ouverts et tout. Rituel. Enfin les micros, vous ouvrez les micros sont ouverts, ouais. Ouais, grave. Et ça se passe super bien, on n'a jamais de problème, tu vois. Et tu vois, bon, le PSG, il a fallu les convaincre, tu vois, de faire ça, parce que quand tu vois ce qui se passe sur Twitter, etc., mais c'est pas la même sur la dernière année, que d'écrire des commentaires. Je suis d'accord. Ouais, ok. C'est pas la même. Ouais, je suis d'accord. Les mecs, quand ils sont en vocal, ils vont pas dire la même chose. Complètement d'accord. Et donc on n'a jamais de problème. Et puis même, en fait, on a des outils de modération pour s'assurer que, tu vois, il y aura jamais aucun problème. Mais donc voilà, et donc on fait des avant-matchs, des après-matchs. Et donc voilà, les rituels, c'est la première chose qui est très importante. Tu parlais d'un point très important qui est en fait comment tu fais en sorte que de les incentives. Enfin, alors, du coup, je donne la réponse. Mais comment tu fais en sorte qu'ils reviennent sur le serveur au-delà des rituels et qu'ils incitent aussi leurs amis, donc qui est du bouche à oreille, à venir sur le serveur. Là, en fait, il faut qu'il y ait de l'incentive, tu vois, comme dans n'importe quelle communauté ou n'importe quelle école, etc. Il faut que tu aies un réel intérêt en fait à revenir et un réel intérêt à inviter des amis. Et donc pour ça, nous, je te parlais un peu plus tôt de ce que nous on appelle le système de gamification, où en fait on va pouvoir venir traquer ce que les membres font sur Discord ou en dehors et les récompenser en fonction. Donc par exemple, t'invites chaque ami actif que t'invites, tu vas gagner 10 points dans le système. Chaque connexion quotidienne que tu vas avoir, tu vas gagner 1 point. Si tu participes au live, tu vas gagner 15 points. Si tu gagnes le quiz, tu vas gagner 20 points, etc., etc. Et donc en fait, c'est tout. Si je dois le résumer simplement, tu vois, c'est évidemment un espace qui doit être bien paramétré. C'est des rituels et des animations de qualité avec une fréquence définie. Et la clé de voûte, c'est un système de gamification qui incentive les membres à faire les actions qu'on a envie qu'ils fassent, tu vois, d'une certaine manière. C'est génial. C'est génial. Discord, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour, mais je sois pas étonné si je te repose une petite question de Discord au fur et à mesure de l'interview. Avec plaisir, c'est mon taf. Et je me rends compte qu'en fait, on partage quand même, enfin, je me rends pas compte, je l'avais vu déjà, mais cette sensibilité à la communauté, c'est vrai que moi, la communauté, je la vis beaucoup en présentiel, tu vois, avec les masterminds, etc. Et t'as le pendant, effectivement, complètement en ligne de ton côté, il y a des ponts, très certainement. J'aimerais parler maintenant peut-être plus du langage et des codes de la nouvelle génération. Alors je peux dire 15-25 ans. Bon, même si si t'es dedans encore. Mais pile dedans, ouais, je suis pile dedans encore. Je sais pas si c'est sous-estimé, mais quand une marque ou je sais pas un infopreneur, créateur de contenu veut parler à cette génération-là, 15-25, de ton regard, quelle va être l'erreur numéro 1 que la plupart des gens font, tu vois? Je dirais que, en fait, l'erreur numéro 1 que nous on voit, c'est souvent que les directeurs marketing ou social, dont c'est le travail du coup d'atteindre ces générations-là, ces cibles-là, ne sont pas dans cette cible-là effectivement. Voilà. Et alors c'est pas un problème, hein, t'as des directeurs marketing qui font très bien leur taf auprès de ces cibles-là, j'en connais plein, et qui sont pourtant bien plus âgés. Mais en fait, le problème c'est de rester un peu trop fermé. Et de ne pas écouter les usages de cette nouvelle génération, tu vois, qui sont très et le mode de consommation qui n'a rien à voir en fait avec quelqu'un de 40 ans en fait. Ça n'a rien à voir parce qu'en fait ils n'ont pas vécu, ils ne sont pas nés dans le même monde, ils n'ont pas été habitués aux mêmes choses. Enfin c'est tout un monde dans lequel ils ont vécu qui est totalement différent, et donc ça donne des adultes ou des jeunes, enfin des ados. Qui sont totalement différents de leurs parents en fait, et donc de personnes de 40 ans. Et donc je dirais que l'erreur numéro 1, c'est de vouloir d'une certaine manière, tu vois, ne juger tes initiatives de communication que sous ton propre prisme en fait. Il faut avoir un peu plus, tu vois, d'humilité d'une certaine manière et d'ouverture d'esprit, exactement comme tu dis, pour aller en fait et au moins essayer de comprendre ou d'analyser les nouveaux modes de consommation de cette génération et arriver à mieux la servir d'une certaine manière, hein, parce que c'est l'idée. Alors c'est quoi justement les nouveaux modes de consommation? Alors ça, c'est sur la Gen Z, c'est un sujet super passionnant, je trouve. Mais tout simplement, tu vois, je dirais que le premier point, c'est le caractère, le mode de consommation, tu vois, moins dans la longueur, tu vois. C'est-à-dire, en tout cas plus aux extrêmes, tu vois. C'est-à-dire que tu te rends compte que notamment dans le foot, les plus jeunes ont moins tendance à regarder les matchs
plus tendance à regarder les highlights, tu vois. T'as beaucoup de jeunes, tu vois, de la génération Z, je même suis alpha, pareil, tu vois, donc qui c'est arrive bon. après. Ça va. Je suis pareil. Bah ouais, tu vois, qui en fait ne regarde plus les matchs, en fait. Ça, c'est un truc. Enfin, moi, typiquement, j'ai déjà vu des personnes que je connais un peu plus jeunes, etc. que moi, ça me surprenait parce que moi, pour le coup, c'est pas du tout mon mode de consommation, mais vraiment ne regardent plus les matchs, quoi, et qui juste se matent les highlights. Et en fait, ça, c'est le témoin d'un mode de consommation, et enfin, tu vois, d'un niveau d'attention qui a diminué, et c'est évident, tu vois, et qui diminue encore aujourd'hui avec tout simplement parce que ce que tu as là-dessus, enfin, tu vois, ce que tu vas consommer là-dessus, et, et évidemment bien plus instantané et bien moins long que ce que tu pouvais consommer à la télé, en fait, pour les personnes un peu plus âgées, tu vois. Et donc si le temps d'attention des personnes plus âgées aussi diminue, bah en fait celui des plus jeunes de base, il est bien moins élevé, tu vois. Il est bien moins long parce qu'ils sont nés dans cet écosystème-là, alors que les gens de par exemple 40 ans s'y adaptent, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que évidemment je trouve que t'as il y a des études qui le prouvent, t'as ce sentiment ce sentiment d'appartenance à une communauté est de plus en plus fort. C'est d'ailleurs pour ça que si tu regardes un petit peu ce qui se passe en politique et les avis des jeunes en politique, ils sont de plus en plus aux extrêmes. Donc c'est l'autre pendant de cette manière de consommer des jeunes, tu vois. C'est que ils recherchent de plus en plus ce sentiment d'appartenance. Pourquoi, je saurais pas l'expliquer, mais en fait ils cherchent en fait des valeurs communes, des principes communs plus que leurs aînés, tu vois. Et donc en fait, tu dois prendre ça en compte quand tu es un directeur marketing, communication, un infopreneur, etc. Tu dois évidemment prendre ça en compte parce que c'est très très important de mettre en place, tu vois, pour cette catégorie d'âge-là, des stratégies pour leur montrer que ta marque, en fait, c'est une manière d'appartenir à une communauté aussi, tu vois. Donc d'avoir des valeurs communes, des principes, etc. Un package de choses qui font que le jeune va pouvoir s'y identifier et va pouvoir se sentir appartenir, tu vois, à la communauté de ta marque ou de ton programme ou ce que tu veux, tu vois. C'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est qu'en fait, ils ont, alors nous, c'est pour ça que la gamification marche très bien en l'occurrence, mais ça marche sur des plus jeunes comme des moins jeunes. C'est que les jeunes, ils ont toujours été habitués à ce que quand ils fassent quelque chose, ils soient directement récompensés. C'était moins le cas de leurs aînés, tu vois. Typiquement, tu vas au McDo, tu vas à Starbucks, tu vas machin, et eux, ils sont nés dans un monde où les points de fidélité, ça existait déjà. Moi, je suis né dans ce monde-là. Ouais. Donc, je suis le premier à y être au sujet. Mais donc, en fait, demander un effort à un jeune, dans un process, tu vois, de vente sans qu'il y ait d'incentive, sans qu'il y ait de carotte d'une certaine manière, bah c'est sûr que tu vas rencontrer plus de friction que si tu le fais avec des personnes un peu plus âgées. Et donc c'est en ce sens-là que nous, les systèmes de gamification, ça a directement fait sens et on n'a rien inventé parce que bah tu vois, ceux qui ont de toute façon toujours ceux qui ont les meilleures informations, c'est les plus grosses boîtes parce que c'est eux qui ont le plus d'argent pour aller chercher cette information. Ça fait des années et des années que McDonald's, Burger King, Starbucks, etc., toutes les plus grosses boîtes mettent en place des systèmes d'incentive pour faire en sorte que les jeunes reviennent plus dans leur resto que chez leurs concurrents, quoi. Ouais, c'est passionnant ce que tu dis. Effectivement, la Gen Z, on pourrait en parler, en faire un podcast entier sur le sujet. Et tu vois, moi je regarde mes modes de consommation. Typiquement, je fais tout en x2, toi, sur le contenu. Et je pense qu'en fait, si on faisait des contenus x2, ça m'irait vachement. Enfin, c'est des trucs tout con, mais je pense qu'effectivement, c'est hyper important de créer des. Alors là, on parle beaucoup de modes de consommation de contenu. Et j'aimerais t'amener aussi peut-être sur les modes d'achat de la génération. C'est comment on fait. Tu sais, je vais faire le cliché de la boîte qui va vouloir s'adresser aux jeunes et qui vont montrer le produit, et en fait, ils n'en ont rien à carrer. Tu vois, ça sera une des erreurs, j'imagine. Mais du coup, comment cette génération, elle consomme? Comment elle sort la carte? À quel moment? Ouais. Alors ça c'est tout un sujet. Évidemment, encore une fois, moi c'est des avis et je trouve que le sujet est passionnant et je suis encore loin du niveau de connaissance que j'aimerais avoir sur le sujet, mais bon, j'ai un certain, enfin maintenant on accompagne beaucoup de marques sur ces sujets-là, donc on commence à s'y connaître un petit peu, mais ce que je veux dire c'est que si j'avais la réponse absolue, je serais, enfin la personne qui a la réponse absolue deviendra milliardaire, ça c'est certain, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un mode de consommation qui n'a plus rien à voir avec le mode de consommation un peu par, je sais pas si c'est le bon terme, mais par commodité, tu vois, par
par usage simple, tu vois, des plus âgés. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte que les jeunes sont de plus en plus sujets à des achats émotionnels, tu vois. C'est-à-dire que c'est la raison numéro 1 de l'achat, ça va être de l'émotionnel, de l'émotion. Voilà. Là où les personnes plus âgées, les générations d'avant, les émotions avaient évidemment, ça a toujours eu une place, tu vois, les émotions, mais ça avait une place qui était quand même en dessous de l'usage, tu vois. Ouais, rationaliser l'achat, donc, en fait, etc. Ouais, exactement. Rationaliser l'achat, prendre le temps de la réflexion, etc. Et en fait, quand tu vis dans une génération et quand t'es né, encore une fois, tu peux tout résumer à ça. Hein. Si t'analyses assez bien ça, tu comprends la pour ceux génération. qui nous écoutent, on est né avec ça. Jules nous montre son téléphone portable. Hein, pour ceux qui n'ont pas le podcast exactement. en vidéo. Et ben en fait, quand tu vois aujourd'hui, maintenant, si j'ai envie d'acheter un truc, j'appuie 2 fois sur le bouton latéral, tu vois, et je monte ma tête à mon téléphone et c'est bon, j'ai acheté. Peu importe le prix, tu vois. Globalement, je peux payer un truc à 2000 balles, ça va se passer comme ça, tu vois. C'est Apple Pay, hein, globalement. Et donc pourquoi les marques, pourquoi les marques Apple, etc. font ça, c'est parce qu'ils ont compris que les jeunes, ils ont besoin du moins de friction possible pour un achat, tu vois. Et que en fait, la friction devient presque plus importante que l'usage qu'ils vont en avoir, parce qu'en fait, dans un monde, enfin, tu vois, quand t'es dans une génération où ton temps d'attention a drastiquement diminué, bah en fait, pour comme tu disais, faire sortir la carte à un jeune, il va falloir être très rapide, tu vois. Il va falloir que faut pas qu'il y ait de carte en vrai, tu vois. Faut qu'il y ait un bouton. Ouais, exactement. Oui, moi j'utilise plus moi je pense que j'ai pas mis une carte dans un Pareil. dans un récepteur, tu vois, depuis je sais pas, depuis 1 an, tu vois, je pense. Et donc oui, il faut que ton discours marketing, évidemment, bah du coup, il peut pas être aussi long que celui que tu pouvais avoir avant. Il faut qu'il soit beaucoup plus impactant, beaucoup plus short, hein, beaucoup plus court dans sa longueur. Et il faut que l'achat, évidemment, soit simplifié, quoi, comme sur ton téléphone et comme tu vois, Apple typiquement s'y emploie depuis des années, quoi. Ouais, c'est marrant quand tu dis que Apple a bien compris que il fallait enlever les frictions et en même temps c'est eux qui ont contribué à changer les comportements, tu vois. Donc ça va dans les deux sens, mais ce qui est sûr, et de toute façon même Amazon l'a compris, c'est plus tu peux réduire le temps, plus tu peux, enfin la nature humaine elle est faite telle quelle, quoi. Donc et maintenant que les outils existent, on va jamais revenir en arrière, quoi, ça c'est sûr. Bah c'est sûr, et puis en fait c'est vraiment d'autant plus vrai chez les jeunes que chez les plus âgés, tu vois. En fait une personne plus âgée, j'avais vu une étude, je crois que c'était McKinsey qui a fait une étude comme ça, il disait que les plus âgés, en fait, ils vont être bien moins sujets aux achats compulsifs, tu vois. C'est-à-dire qu'avant de faire un achat, ils vont y penser 1 fois, 2 fois, 3 fois. En fait, ton sujet pour aller convaincre les plus âgés, ça va plus être le nombre de points de contact que tu as avec eux. Donc, combien de fois ils t'ont vu, c'est pour ça que la télé c'était super important, etc., etc. Ouais, alors qu'un jeune, ça va être bien plus compulsif, et si tu arrives à l'attraper sur l'émotionnel, en réalité il peut sortir la carte bien plus rapidement. Par contre, il faut qu'il puisse la sortir rapidement, parce qu'en fait c'est une courbe, si tu veux, c'est une courbe en V inversée, si tu veux. Même d'autres diraient en U inversé, tu vois, où on va dire la demande, alors c'est, on va dire, le désir d'acheter monte très rapidement et de manière très verticale, mais il redescend tout aussi vite, tu vois. Moi, je dis vraiment en V parce que pour moi, l'étude que j'avais vue, c'était vraiment ça monte en flèche et ça redescend en flèche tout autant, tu vois. Okay. Donc si le jeune il arrive pas, il peut pas payer, ou tu lui proposes pas d'avancer très rapidement, bah en fait, vu que c'est uniquement basé sur de l'émotion et bien moins sur de la rationalité, c'est quelque chose de bien moins solide et ça a tendance à redescendre. Tandis que des personnes plus âgées, ça va être plus linéaire, tu vois. C'est ton nombre de chaque point de contact, le désir monte un peu plus et la confiance monte un peu plus, et donc tu t'approches plus d'une vente. Et ça a moins tendance à redescendre en flèche, tu vois. Ouais, tu vois, moi quand je faisais du marketing il y a plus de 10 ans, on disait qu'il fallait 7 points de contact avant que la décision d'achat se fasse, et encore c'était il n'y avait pas les réseaux sociaux, ouais. Et c'était beaucoup lié en fait aussi au temps passé avec le produit, ou avec c'est pour ça que la télé en fait plus on avait un temps d'exposition long de publicité, plus ça fonctionnait, etc. Mais c'est beaucoup moins vrai maintenant, quoi. Ouais. Est-ce que ton conseil serait, tu vois, si c'est mon interprétation de ce que tu as partagé, donc tu vas me dire si je suis correct, c'est que la manière de communiquer est devenue plus importante pour
pour avoir l'attention de cette génération-là que le produit lui-même. Est-ce que limite le produit il est un petit peu anecdotique? Je sais pas, tu vois. Ouais. Moi, je suis 100% d'accord Okay. avec ça. J'essaie de trouver un exemple, tu vois. Enfin, alors là, c'est vraiment sur du B2C. Sur du B2B, ça n'a rien à voir, tu vois. Donc, je pense quand même que dans le B2B, c'est le meilleur produit qui va gagner, mais dans le B2C, je suis pas certain que ce soit le meilleur produit qui gagne, tu vois. Okay. Est-ce que McDonald's, c'est les meilleurs burgers du monde? Okay. Enfin, tu vois, et je pense que d'ailleurs, ça, c'est pas vrai uniquement pour cette génération-là. J'ai quand même un peu l'impression que en B2C, peu importe la marque, bah ouais, si soit t'as un produit exceptionnel, mais si t'es un produit où c'est un peu difficile, tu vois, c'est difficile de faire un burger qui soit 10 fois meilleur que l'autre, alors que Apple a réussi à faire un produit qui était 10 fois meilleur que ses concurrents à l'époque. Bah en fait, c'est évidemment ta communication qui prône sur la qualité de ton produit, tu vois. Et en vrai, enfin, tu vois, je regarde autour de moi. Tu vois, j'ai un iPhone. Est-ce que c'est le meilleur téléphone aujourd'hui du monde en rapport qualité-prix? Je sais pas. Est-ce que mes AirPods que j'ai là, est-ce que c'est les meilleurs en rapport qualité-prix? Je suis pas certain. Mon sac sur le côté, je suis pas certain. Ce ne sont que des biens où la communication a certainement, enfin, est certainement la raison numéro 1 de mon achat, tu vois. Ouais, bah, de toute façon, la marque, et notamment B2C, crée la préférence. Et bon, après, cette préférence fait qu'on on va pas aller chercher certains vont aller chercher le pouillème de la fonctionnalité. Est-ce que ce téléphone est meilleur que cet iPhone? Mais et c'est peut-être, tu as raison, un peu moins vrai en B2B, où finalement, bon, il y a des marques bien installées qui ont créé de la préférence, mais c'est peut-être pas forcément la décision d'achat, quoi. Ça coûte un certain prix de créer de la préférence, je trouve, en B2B. Et puis quand même, une entreprise étant conditionnée par son résultat financier, globalement, enfin, t'as quand même une limite, tu vois. Tu peux pas acheter. C'est pas parce que, en fait, si t'es soumis à une très bonne communication en B2B et que t'achètes des produits, enfin, tu t'achètes des services à d'autres entreprises et que c'est de la merde, ça va se ressentir sur ton chiffre d'affaires. Au bout d'un moment, ton chiffre d'affaires, même si t'adores la communication de l'autre entreprise, il peut pas diminuer ad vitam aeternam. Donc, dans tous les cas, tu vas changer de prestataire à un moment jusqu'à trouver le meilleur. Donc, c'est pour ça que je pense que dans le B2B, c'est quand même la qualité du produit qui est encore assez maître en réalité. Ok. Bon, bah, écoute, top. Je pense qu'on a bien fait le tour. Et puis, dans tous les cas, on aura l'occasion d'en discuter très bientôt pendant le mastermind. Je trouve ça c'est passionnant et même de pouvoir se renouveler en fait dans nos façons de communiquer. Les gens changent, les modes de consommation changent. C'est toujours intéressant d'avoir ton regard. Merci beaucoup pour ça. Moi, j'aimerais un petit peu voir et profiter de ton expérience à travers les différentes communautés que vous gérez avec Netcord. Le chiffre que j'avais, c'était 130 communautés différentes, mais ça a peut-être dû augmenter depuis. Je sais pas. Vous en avez... Ouais, peut-être. Franchement, je sais même plus. Okay. Je sais même pas combien on en a fait au global. C'est peut-être encore plus que ça, certainement. Qu'est-ce qui... parce que tu vois, on a parlé du GP Explorer, du PSG, mais tu as travaillé aussi avec des créateurs de contenu, des infopreneurs. Qu'est-ce qui va changer vraiment d'une communauté à une autre? Et peut-être derrière cette question-là, c'est quand vous allez onboarder dans la création d'une communauté avec vous, qu'est-ce qui va faire que... Comment vous allez paramétrer? Il y a certainement des règles communes, et tu en as parlé, mais il y a aussi certainement des choses un petit peu différentes. Comment vous allez chercher la différence dans les différentes communautés? Bah, évidemment, tu as une différence de cible. Et donc, en fonction de la cible que tu vas adresser, tu vas avoir une expérience. Nous, on va créer une expérience qui va être différente. Et en vrai, tout se joue là-dessus, en fait. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il y a vraiment d'autres choses. Tout se joue là-dessus parce qu'en fait, la cible, ça peut être l'âge, ça peut être les intérêts, ça peut être le mode de consommation, etc. Et donc, en fait, toute ton expérience découle de la cible. Parce que nous, en fait, quand on crée un serveur Discord, on crée un réseau social, on crée un produit d'une certaine manière. Alors, c'est un produit gratuit 90% du temps, mais ça reste un produit. Et donc, il faut que, si on a envie que ce produit soit largement adopté par l'audience de nos clients, il faut que on pense d'un point de vue produit. Il faut que ce soit le produit le plus adapté au mode de consommation, aux intérêts, aux problématiques de nos membres pour résoudre les meilleures problématiques, leur servir leurs intérêts, etc., etc. Et donc, tu as la cible. Et puis après, oui, pour chaque marque, ce qui va changer, ça va être peut-être l'angle qu'elles ont envie de mettre, tu vois. Mais en général, l'angle qu'elles ont envie de mettre découle de la cible. Donc, je dirais que tout part en fait de la cible. On parle une fois qu'on a fini le projet,
on parle. Ce qui est le plus intéressant pour nous et ce qui va le plus conditionner notre réussite, c'est pas tellement à quel point on va parler avec notre client, c'est à quel point on va comprendre sa cible en fait, à quel point on va comprendre l'audience de notre client. Tu vois. Donc en l'occurrence, on doit plus parler à l'audience de nos clients pour bien la servir qu'à notre client directement, parce que comme je te disais un peu plus tôt, t'as certains directeurs marketing ou social qui sont un peu loin de la réalité des envies de l'audience qui les intéresse. Ouais. Mais d'ailleurs, est-ce que des fois ça peut être un no-go pour vous de travailler avec certaines personnes parce que tu sens que la fermeture, tu vois, d'esprit, elle est tellement là que dans tous les cas, ça serait compliqué. Je sais pas. Hein. C'est peut-être un peu indiscret cette question. Je sais, franchement, je pense que moi, en tout cas, j'ai jamais refusé un projet. Ouais. Il me semble pas. Et non, on essaie toujours. Toujours. C'est un peu moi, je trouve que c'est un peu notre devoir d'essayer dans tous les cas, d'en sortir le meilleur. Et des fois, on s'est lancé avec des gens qui étaient très pessimistes sur Discord. Okay. Et on a eu des super résultats. On leur a fait changer d'avis. Et entre guillemets, c'est pas forcément grâce à eux. Mais c'est parce que nous, et ils ont pas besoin de faire ce travail-là. Ils ont pas besoin d'être convaincus pour prendre notre solution. Notre taf, c'est plutôt de faire assez bien notre taf pour qu'ils soient obligés, ils soient contraints d'être convaincus dans un temps d'eux, quoi. Et par curiosité, quelle va être la part de template que vous avez déjà en interne, vous savez que vous allez pouvoir implémenter ça chez le client, de custom made, en fonction peut-être du client et de sa communauté, il y a des choses que vous n'avez jamais faites. T'auras un petit peu un ratio de ça? Bon, je pense que c'est 80-20. Un bon Pareto, quoi. Mais je vais mettre un bon Pareto, mais je vais mettre une nuance, c'est que c'est 80%. Maintenant, on sait, tu vois, ça fait 4 ans. J'ai certaines personnes de l'équipe, je pense à Marc notamment qui gère l'opérationnel chez nous. Marc, ça va faire 2 ans et demi peut-être maintenant qu'il est là. En vrai, il sait ce qui marche en fait. Il a compris comment on fait et on a compris comment on fait pour faire en sorte que les membres reviennent. Tu vois, quel levier on doit utiliser. Le 20%, c'est comment on l'adapte à chaque marque et à chaque cible. Mais en fait, le 80% du taf, et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est vrai pour tous les services, c'est pour ça que les grosses boîtes passent par des agences et pas des freelances alors que c'est moins cher. C'est parce que, en fait, quand t'es une agence, t'as brassé bien plus de clients qu'un freelance et donc t'as une méthodologie qui est plus éprouvée et donc les 80% du temps qu'un novice, qu'un junior va passer à comprendre, à trouver la bonne méthode, etc. Nous, on a déjà la bonne méthode, il suffit juste de l'adapter à notre client, à sa cible. Donc, je dirais que c'est un 80-20, même si évidemment, on n'est pas payé à rien faire, loin de là, mais et on passe on passe 80% de notre temps sur ce 20% restant. Ouais, tout à fait. Tu sais, nous chez Square, on n'est pas une agence, hein, mais depuis maintenant 1 an, on market, on vend et on déploie des masterminds pour d'autres leaders de communauté. Donc, c'est un petit peu le netcore du présentiel, tu vois. Et c'est vrai que, tu vois, après avoir fait plus d'100 d'événements, on sait ce qui marche. Et puis après, on sait aussi que chaque leader a sa vibe, a sa communauté, on sait quoi adapter. Mais ça reste dans un cadre. Donc au final, c'est juste à l'intérieur du cadre qu'il y a de l'innovation. C'est ça, c'est ça. Et je trouve que c'est la meilleure manière de faire de l'innovation parce que ça te rend bien plus libre, quoi. C'est à l'intérieur de ce cadre-là, ça te permet d'aller pour chaque projet et tenter quelques idées très innovantes, tu vois. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais en l'occurrence, quand ça passe, en fait, ça produit de la valeur pour le reste de tous tes clients parce que ça améliore le cadre. En fait, ça le fait évoluer d'une certaine manière. Ok. Génial. T'as touché un point en discutant de Marc tout à l'heure. J'imagine qu'il y a l'équipe chez Netcord structurelle, mais aussi quand vous êtes avec des clients, est-ce que vous déportez des community managers? Non, ce serait quoi le terme? Comment ça s'organise en fait dans le run finalement de la communauté? On va dire que nous, dans tous les cas, sur un projet, les équipes que j'ai toujours tout le temps avec Netcord en full time, c'est des développeurs et des chefs de projet. Moi, j'ai besoin de ça pour gérer la relation client et gérer le flux technique dont on a besoin. Ensuite, on a. C'est quoi la différence, excuse-moi, entre développeur et chef de projet? Leur rôle? Chef de projet, c'est vraiment un rôle de chefferie de projet, donc il va faire les appels avec le client, il va gérer tout le projet, la stratégie du serveur et il va gérer la répartition des équipes. Donc il va comprendre son rôle, c'est comprendre les objectifs du client et faire en sorte que derrière il accole les bons outils techniques et donc il donne le bon brief au chef technique et que aussi il donne derrière le bon brief et qu'il manage bien les équipes d'animation de la communauté. Et donc là, les équipes d'animation
on en a certaines, on a toujours des personnes qui sont en interne sur nos communautés. Et ensuite, tu vois, pour les gros projets, typiquement un GP Explorer ou un PSG, ce qu'on fait, c'est que, alors, pas forcément, on prend pas des freelances sur le côté. Ça, on le fait pas ou très, très peu vraiment si on est un sujet de bande passante, mais ça nous est pas arrivé depuis un moment. Ce qu'on fait en général, c'est que on commence à animer la communauté in-house chez nous à 100%. Et ensuite, on prend des ambassadeurs de communauté, c'est-à-dire des membres de la communauté qui sont très, très actifs, qui ont envie de s'engager plus loin au sein de la communauté. Et on en fait ce que nous, on appelle des modérateurs organiques. Donc, en fait, des personnes du staff, alors bien sûr, à qui on ne demande pas les mêmes choses qu'à nos équipes internes, bien sûr, ouais. mais voilà, qui nous permettent d'assurer une meilleure modération, aussi d'être plus au contact, tu vois, d'ambassadeurs de la communauté, les personnes les plus engagées de la communauté, et de leur donner aussi un rôle un peu plus important dans la communauté, ce qui est aussi très important d'un point de vue du community building, tu vois. Donc en fait, c'est quand même on a toujours une équipe de l'équipe de core de Netcord, mais sur les gros projets, toujours on a une partie qui est externalisée entre guillemets, qui sont en fait nos ambassadeurs de communauté. Ok, ces ambassadeurs-là, comment vous les repérez et ensuite comment vous les valorisez? Est-ce qu'ils sont par exemple rémunérés ou est-ce qu'ils ont des perks un peu plus sympas? Ça marche comment? Ouais, là ça dépend de chaque communauté. Alors en général, on les rémunère pas. On les rémunère pas parce qu'en fait c'est de leur. Alors déjà, je trouve que d'un point de vue client, ce serait bizarre si on ferait ça. Enfin, moi, je serais pas très à l'aise de faire ça, en vrai. Parce qu'en fait, en réalité, on pourrait très bien manager la communauté sans eux. C'est juste que c'est une envie de leur part. Donc déjà, souvent, ils nous le demandent. Parce que c'est vraiment dans la culture Discord, hein, d'avoir ce genre de personnes qui bossent bénévolement, en fait, sur un serveur. Alors après, on essaye de faire en sorte que ce soit pas totalement bénévolement. Et donc, tu vois, sur un PSG, sur un JP Explorer, par exemple, je dis n'importe quoi, évidemment, tu leur donnes des places pour l'événement, t'essayes d'avoir quelques goodies pour eux, etc. D'avoir une sorte de rémunération indirecte, même s'ils ils font pas ça pour la rémunération, tu vois. Ils font ça pourquoi d'ailleurs? Ensuite, notre manière. C'est quoi intrinsèquement? Ils font ça pour le. Ouais, alors déjà, t'as un vrai truc qui est la culture Discord, c'est-à-dire que c'est dans la culture que les membres les plus engagés d'une communauté doivent devenir derrière d'une certaine manière un peu modérateurs. Donc déjà, ce serait mal vu si on le faisait pas. Et eux le demandent assez naturellement. Ils le demandent naturellement parce que quand tu fais partie d'une communauté, même si t'es pas rémunéré pour, t'as envie de t'engager dans cette communauté et de prendre des responsabilités dans cette communauté. Je reprends mon exemple, mon parallèle avec les religions, les sectes, etc. Tu vois, ou les clubs de foot. Effectivement, les ultras. Tu vois, qu'est-ce qu'ils font que les ultras, ils ont une place super importante. Et en fait, dans les ultras, t'as une certaine hiérarchie, tu vois. T'as des mecs qui organisent, dans les ultras tout, t'as des mecs qui organisent les tifos, etc. Machin, c'est pas des mecs qui sont payés par le club. Ils le font parce que naturellement, en fait, ce sentiment d'appartenance a été poussé d'une certaine manière à l'extrême, en fait, et leur donne envie, les pousse naturellement à vouloir prendre des responsabilités dans la communauté. Ce qui est aussi quelque chose que tu peux observer aussi dans la religion et dans plein d'autres cercles communautaires. Et donc ça se fait vraiment naturellement et ça leur fait très plaisir. Enfin, tu vois, typiquement, je passe le bonjour à Bratan et Valcar du PSG, qui sont deux personnes avec qui on bosse depuis un an, qui étaient les deux personnes qui je sais pas si elles devaient être dans le top, les deux devaient être dans le top 5, voire même les deux personnes qui envoyaient le plus de messages sur le serveur et avec qui on discutait pour tu vois, comprendre les attentes de la communauté, etc. Et c'est eux qui sont venus nous voir en disant que pourquoi pas on pourrait prendre ce rôle-là et ça a été fait avec plaisir et ils sont ultra engagés, ils font un super taf sur le serveur. Je pense que c'est valorisant aussi pour eux, tu vois. Ouais, c'est un indice là que tu as partagé, c'est peut-être pas la méthode exacte, mais le fait de regarder qui est-ce qui commente le plus, qui sont le plus engagés dans une communauté, c'est des bons profils potentiellement pour être ambassadeur. Nous c'est notre méthodo d'une certaine manière. Et en fait après on fait c'est comme quand tu recrutes quelqu'un de manière classique, on fait des appels avec chacun, tu vois, et t'as une sorte de recrutement d'une certaine manière, mais tu vas pas prendre n'importe qui, tu vois. Évidemment, nous on a fait des appels avec des gars sur le PSG ou sur le GP Explorer, donc tu te rends compte que pour X ou Y raison, t'as pas envie de leur laisser plus de clés que ce qu'ils n'ont aujourd'hui au sein de la communauté, tu vois, parce que tu penses que ce sera pas un bon fit. Ouais, ok, très clair. T'as encore de l'énergie? J'aimerais bien t'emmener sur un nouveau sujet. Ouais, vas-y, avec plaisir. C'est sur le sujet de la conversion, parce que là, on parle beaucoup de communauté, d'engagement de la communauté. Maintenant, à un moment donné, entre avoir une communauté sympa, c'est cool, mais une communauté qui achète, c'est mieux, tu vois. Donc, j'aimerais bien avoir ton regard là-dessus. C'est à partir de quand une communauté, elle peut ou elle doit commencer à convertir. Et puis, quels sont un peu les leviers, les mécanismes que toi, tu as pu observer, mettre en place chez vos clients.
pour justement qu'il y ait du chiffre d'affaires à se dégager? Alors toutes les communautés ont pas pour, c'est super intéressant comme sujet, mais toutes les communautés ont pas pour but de convertir. Typiquement, je te prends le PSG. C'est pas un but de conversion derrière le GP Explorer non plus, parce qu'en vrai, tu vois, ils vendent tous leurs billets sans nous, comme l'un comme pour l'autre, tu vois. Après, oui, sur la majorité de nos clients derrière, t'as vraiment un sujet de conversion, et je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple le plus marquant, l'exemple pour lequel la conversion est la plus centrale. C'est les entrepreneurs, effectivement, avec le système Challenge, sur lequel nous on bosse beaucoup depuis plus de 2 ans et demi maintenant, qui est un système, tu vois, d'acquisition pour infopreneurs, où l'idée c'est de faire vivre une expérience très communautaire, très courte aussi, tu vois, sur quelques jours, mais très intense en fait, pour faire en fait créer ce sentiment de communauté, créer aussi de la de la crédibilité via du contenu un peu exclusif, et via du partage d'informations, tu vois. C'est vraiment le but du challenge, c'est te faire passer d'un niveau d'information faible à un niveau d'information élevé, et de tout seul dans ton coin à un sentiment de communauté exacerbé, tu vois. Et en fait, comment on crée de la conversion grâce à la communauté, c'est que en fait, évidemment, chaque humain, tu vois, c'est dans la nature humaine, tu disais un peu plus tôt, a ce besoin en fait et a cette envie d'appartenir à une communauté. Une fois que tu fais appartenir ton audience à ta communauté, d'une certaine manière, ce besoin, cette envie, j'ai pas envie de dire se transforme en peur, tu vois, mais ça va devenir un manque en fait si jamais la communauté disparaît du jour au lendemain, tu vois. Ouais. Et donc en fait, ce manque, c'est un point parmi d'autres qui justifie la vente. T'as le partage d'informations, la valeur donnée, etc. Mais ça en fait partie. Va pousser à l'achat en fait, naturellement. Et en fait, le système Challenge, tu vois, qui est très très démocratisé depuis 2 ans et demi chez les infopreneurs, et il joue uniquement sur ce levier, tu vois. C'est vraiment le levier du manque. En fait, c'est le levier c'est le levier de contraste en fait entre ta situation de base qui est un niveau d'information faible et pas de communauté ou de sentiment de communauté plus que ça, on te fait un challenge de 5 jours. Enfin, dans la réalité, ça va durer 7 ou 8 jours sur Discord, où on va te donner plein d'informations. Donc, tu vas passer d'un niveau d'information faible à élevé en très très peu de temps. C'est très intense. Et on va te mettre dans une communauté, on va te brasser énormément. Et donc, tu vas passer d'un niveau d'une expérience communautaire très très faible et très très seule à quelque chose avec un énorme engouement en fait, parce que c'est très intense. Et donc là encore, c'est très vertical comme croissance. Et ensuite, tout est fini, tu vois, ça ne dure que 5 jours. Donc, en fait, à la fin des 5 jours, c'est terminé. Et donc, tu te retrouves à la fin des 5 jours, on te dit, veux-tu continuer ou pas à connaître ce niveau d'information et ce niveau de sentiment de communauté? Et en fait, le but, c'est que ça t'amène plutôt vers l'achat, et que tu aies plutôt envie, et on va dire, la vision du fait de ne plus avoir ce niveau d'information et de ne plus avoir ce sentiment communautaire, ce sentiment d'appartenance. Et en fait, que ça te pousse à l'achat, tu vois. Et c'est vraiment sur ça j'ai parlé que du challenge, mais on a d'autres types de clients sur lesquels c'est des logiques un petit peu différentes. Et tu me demandais aussi à quel moment tu dois porter une communauté vers la conversion. Et je dirais que le bon moment pour ta conversion, et pour eux aussi, le meilleur moment, c'est une fois que tu leur as démontré que la vie avec les informations en tout cas avec la valeur que tu peux leur apporter. Donc pour un infopreneur, c'est la communauté et les informations qu'il peut leur donner, est meilleure avec leurs produits que sans leurs produits, tu vois. Et donc là, ça justifie, et il faut que évidemment ton offre et ton prix soient adéquats à ce niveau d'information et ce niveau de valeur qu'apporte ton produit. Mais voilà, je dirais que c'est à partir de ce moment-là, tu peux pas arriver sans avoir rien donné et sans avoir prouvé à ton audience que ton produit valait le prix auquel tu le vends, et leur vendre quelque chose. C'est la vente basique. Là, on parle du product market fit, de l'offre, etc. On va peut-être pas l'aborder ici. C'est comme si c'était un truc à checker sur la liste bien avant même la communauté. Mais ce que j'entends par rapport à ce que tu partages, c'est le côté émotionnel aussi, qui est généré. Tu disais, pour la génération 15-25, c'est le levier majeur d'achat avant la rationalité. Et ce système de challenge et de communauté très engagée, voilà. Notre sentiment d'appartenance et le FOMO ou la peur de perdre ce sentiment d'appartenance, c'est très très fort. Parce qu'à une certaine époque, ça 100%. Voulait dire c'était de la survie, de plus être dans la tribu, dans la communauté. Oui. C'est exactement ça. Tu vois, ça, je trouve ça pertinent. Enfin, je trouve ça passionnant. La plupart du temps,
en fait les méthodes de vente des infopreneurs ou de n'importe quelle entreprise prennent base et prennent support sur des comportements en fait qui sont validés par de l'évolution naturelle qui donc sont le fruit en fait de milliers voire dizaines de milliers voire plus d'évolution naturelle. Ouais, très clair, trop bien. Question, est-ce que selon toi le simple fait d'avoir une communauté pour un entrepreneur peut devenir le seul canal de vente ou le canal de vente principal, tu vois, ou est-ce que ça doit quand même être horizontal, c'est d'avoir aussi d'autres façons de faire et la communauté serait plus un catalyseur, tu vois, c'est quoi un peu ton avis là-dessus? Alors moi vraiment je distingue communauté et audience. Donc en fait avoir une communauté, donc c'est la partie de ton audience la plus engagée. Avoir une communauté implique forcément que tu as une audience. Okay. Maintenant, est-ce que tu peux vivre uniquement avec ta communauté? J'ai envie de te dire, ça dépend de sa taille et de son engagement. Si elle a une taille et un engagement assez élevé, très certainement que tu peux avoir plein d'exemples de personnes qui ne vivent que et vivent même bien grâce à l'engagement de leur audience et aux produits qu'ils peuvent leur vendre toute leur vie. Et donc ils n'ont pas besoin de faire d'ads, ils n'ont pas besoin de faire d'aller chercher d'autres leviers d'acquisition. Maintenant, je dirais que en fait ça dépend ça dépend de ton niveau d'audience et de communauté. Évidemment, si tu as une mini audience et pas engagée, ça va être compliqué de faire ta vie, de vivre convenablement grâce à ça. Mais après, je pense que ça dépend aussi de ton niveau d'ambition. Évidemment, ce n'est qu'un seul pilier d'acquisition, la communauté et l'audience. Tu en as plein d'autres à aller chercher. J'ai cité le paid qui a une logique complètement différente et sur lequel d'autres personnes seraient bien plus expertes que moi pour en parler. Mais en fait, tu vois, tu peux pas. Moi, je trouve que c'est en tout cas dangereux de faire reposer toute sa boîte, tout son business et toute son acquisition sur un seul pilier. Ouais. Évidemment, si tu regardes les plus grosses boîtes, ils ont à la fois une grande audience, des personnes très engagées, une communauté. À la fois ils font du paid, à la fois peut-être ils font de la prospection, à la fois ils bossent. Enfin, voilà, il y a plein d'autres piliers à aller développer pour que tu vois, j'essaie de trouver un exemple, mais globalement que ta boîte, évidemment les gens qui écoutent en audio ne verront pas ça, tu vois, mais que ta boîte soit pas sur un seul pilier parce que s'il tombe, elle tombe avec quoi. Alors Jules, si t'en as deux, par contre, tu peux en enlever. Je décris quand même. Jules vient de prendre son téléphone à l'horizontale. Hein. Et tu l'as posé sur quoi? Sur un stylo en équilibre, non? Je crois que c'était mon portefeuille, mais ouais. Ton portefeuille, voilà, bon. En gros, un pilier, ça peut devenir bancal à un moment donné. Disons que s'il est plus là, la chose qui était supportée n'est plus supportée, quoi. Ouais, t'as intérêt d'avoir une bonne coque sur ton téléphone. J'en ai pas en plus, donc tu vois, et puis voilà, tu verras pas, mais il est amoché. Voilà. Génial. Écoute, avant de conclure cet échange avec toi, il y avait un aspect que je voulais absolument discuter avec toi. C'est communauté et IA. Intelligence artificielle, parce que tu vois, là, on est... tous les business, et notamment en ligne, sont sur stéroïdes et ça va pas s'arrêter avec l'IA. Et moi, je me demandais, tu vois, quelle est la place des communautés justement dans cet écosystème qui change? Est-ce que selon toi, ça va être le dernier espace vraiment humain du digital? Est-ce que aussi dans la gestion des communautés, l'IA, elle apporte quelque chose, tu vois? C'est quoi ton regard là-dessus? Ouais, c'est super intéressant comme sujet. Je vais prendre d'abord ta dernière question, ensuite j'enchaînerai sur celle d'avant. Je te la rappellerai si tu l'oublies, t'inquiète. Sur le dernier, super. Sur le dernier point, est-ce que l'IA prend de la place? Évidemment. Toutes les tâches répétitives et les tâches automatisables, tu dois mettre c'est ton taf en tant que chef d'entreprise, en tout cas d'insuffler le fait qu'elle soit automatisée. Sinon t'es un mauvais chef d'entreprise. Donc nous, on automatise 2 trucs aujourd'hui. T'as de la modération. Où effectivement l'IA en fait apporte cette intelligence que tu n'avais pas avant dans l'automatisation, hein, l'automatisation de la modération de base, donc pour gérer les conflits ou les mauvais comportements, c'est juste de pouvoir reconnaître un mauvais comportement. Donc en général, la manière la plus basique de reconnaître un mauvais comportement, c'est de checker un mauvais mot, donc un gros mot, hein, ça peut être une insulte, etc. et donc de l'enlever automatiquement. Ça, c'est très binaire. C'est soit il y a un gros mot, soit il y en a pas. Et donc, en fait, si j'écris un gros mot avec un arrobase à la place d'un A, c'est plus un gros mot. Oui, mais en fait, c'en est toujours un, en fait, dans la réalité. Donc, en fait, l'IA nous aide d'un point de vue de modération à apporter plus d'intelligence, en fait, à cette modération et donc être meilleur en modération, avoir
et donc à pouvoir mieux servir nos clients tout simplement en garantissant, en ayant une meilleure garantie de sécurité en fait du fait que l'espace reste accueillant. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel on automatise, c'est sur tout ce qui va être copywriting. Tu as quand même une grosse partie et créativité. Il y a quand même une grosse partie de notre taf qui est écrire des annonces sur Discord. Et ben pour ça en fait l'IA est d'une grande aide. C'est super cool, ça fait gagner du temps et en plus ça permet de faire des meilleures annonces, des annonces de meilleure qualité. Et puis ensuite on a une grosse partie de notre taf qui est créative. Donc là-dessus aussi c'est super important parce que l'IA est un excellent moteur créatif, alors qu'il y a à mon sens toujours besoin de l'humain pour parfaire les idées et pour donner une trajectoire, etc. C'est normal. Peut-être qu'un jour, l'IA n'en aura plus besoin. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, nous, c'est ultra useful. Tu vois, autant d'un point de vue prospect, donc quand on doit venir pitcher des projets qui potentiellement pourraient aller sur Discord, et autant d'un point de vue client, donc pour aller pour donner pour proposer les meilleures idées créatives à nos clients. Donc ça, c'est pour le premier point. Et ta première question, c'était sur tu vas pouvoir me la rappeler, ouais, du voilà, coup, t'inquiète pas. Ça, c'est ma faute. Je pose deux questions en un. Je sais à chaque fois que ça peut être tricky. C'est que tu regardes l'écosystème. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu prends des avatars IA. On peut avoir des entrepreneurs ou des infopreneurs qui vont pouvoir créer du contenu juste avec leurs avatars. L'humain n'est plus présent. Tu vois. Et ma réflexion, elle était... Est-ce que les communautés ou sur Discord seraient entre guillemets le dernier refuge, tu vois, humain dans ce changement aujourd'hui d'écosystème? T'en penses quoi? Alors, est-ce que ce sera le dernier? Je sais pas. D'une certaine manière, j'espère, parce que ça veut dire que si moi je suis sur le dernier filon humain, ma boîte a de belles années devant elle. Donc j'espère que c'est vrai. Maintenant. Je me suis pas assez posé la question. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça restera humain. Ouais, et ce qui est sûr, c'est que l'homme étant un animal social de nature, je pense pas qu'on vivra un jour dans un monde où toi, tu seras assis dans une salle dans le noir et tu t'arrêteras de parler à des humains. Je pense que ça n'existera pas. Et donc, si ça ne se passe pas dans le monde physique, il y a aucune raison que ça ne se passe pas dans le monde digital. Et donc, je suis convaincu que pour toujours, nous aurons des interactions digitales. Le tout, c'est que Discord reste la meilleure. Ça, ce que je ne peux pas prévoir, c'est est-ce que Discord restera le meilleur médium, le meilleur support pour ces interactions digitales. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la plateforme dans le monde sur laquelle il y a le plus de discussions entre individus, c'est Discord en fait, parce que c'est la plateforme, c'est la plus grosse des grosses plateformes sur laquelle, c'est la plus grosse des grosses plateformes en many to many quoi. Génial. Voilà. Maintenant, je sais pas s'il y a d'autres. Effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, mais je saurais pas dire par contre si on sera le seul. Est-ce que tu vois les restaurants d'une scène là, mais peut-être que les restaurants il y aura de l'IA aussi, je sais pas. Ouais. Alors c'est vrai que moi j'étais resté très dans le web et puis tu vois c'était sur les communications. Et comme toi, je partage cet amour des communautés, encore une fois, en présentiel, beaucoup plus qu'en ligne. Et moi, je me dis qu'avec Squared, on aura toujours envie d'aller se boire un verre ou dîner ensemble et puis échanger ensemble. C'est pour ça que je me sens moins menacé, mais en même temps, tu vois, je suis en train de réfléchir moins menacé par rapport à, je sais pas, à d'autres business où, tu vois, un petit coup d'IA était disrupté direct. Et en même temps, je suis curieux je suis persuadé que la valeur de différenciation et la création de valeur dans le futur, elle vient justement de cet aspect humain et comment on peut le faire. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu curieux d'avoir ton avis sur le sujet. Ouais, c'est super intéressant comme sujet, donc t'as raison. Eh bien, écoute, Jules, merci. On aura l'occasion d'échanger en chair et en os dans quelques semaines. C'est le 1er et 2 avril pour la rencontre Mastermind Squared qui aura lieu à Bordeaux. Donc j'espère que ceux et celles qui nous ont écoutés ont eu un bon teasing de l'ampleur de ton expertise et puis aussi de la qualité de tes partages. Si tu avais un conseil à partager aux entrepreneurs avec qui tu vas pouvoir discuter pendant la rencontre Mastermind et qui s'intéressent, tu vois, aux communautés Discord ou même qui s'intéressent à plugger cet aspect communauté engagée dans leur business, t'aimerais les laisser sur quel conseil justement? Ouais, alors c'est toujours intéressant de donner un seul conseil parce que ça te met un peu la pression, mais quelque chose de pas trop compliqué. En tout cas, s'ils s'intéressent à mon sujet, qui est le sujet des communautés digitales, je dirais que une mauvaise manière de le faire, c'est de le faire sans savoir pourquoi tu as envie de le faire.
Donc, en tout cas, si vous vous y intéressez, intéressez-y-vous via des contenus que vous pouvez trouver en ligne. Enfin voilà, documentez-vous comme sur n'importe quel autre sujet. Allez checker Netcord déjà, allez checker le site. Par exemple, c'est une possibilité. Et puis ensuite, il faut trouver un angle. Il faut trouver un angle, une raison pour laquelle il faut le faire, pour lequel vous avez intérêt à le faire, un plan, en tout cas une bribe de plan, au moins une idée, avant de se lancer. Parce que ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est une très bonne idée de se lancer dans le communautaire, mais ce serait une très mauvaise idée et ça donne pas souvent des bons résultats quand vous vous y lancez sans vraiment savoir pourquoi, quoi. Ouais. C'est comme une boîte, d'une certaine manière, ou n'importe quelle chose que vous pouvez entreprendre. Ouais, et tu l'as dit, une communauté, c'est un produit. Donc réfléchir à pourquoi ce produit existe, 100%. sa promesse, etc. Trop bien. 100%. Eh ben merci Jules, c'était un bon appetizer, même bien dense. Donc je te remercie beaucoup pour la générosité de tes partages. Et avec grand plaisir de se retrouver dans quelques semaines pour la rencontre Mastermind. Ouais, avec plaisir. Merci encore pour l'invitation. À bientôt Jules. Ciao.